Alors, merci beaucoup, Pascal et Compétences, de m'avoir proposé d'intervenir sur ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. Alors, je suis avocate au cabinet Fidal et j'interviens dans notre pôle dédié au secteur associatif et à l'économie sociale et solidaire, et plus particulièrement sur les questions de gouvernance. Alors, ça va de l'organisation de la gouvernance en termes juridiques, donc les statuts, jusqu'aux questions de conflits et de responsabilité des administrateurs, ce qui, vous en conviendrez, devient un sujet d'intérêt et il faut dédramatiser. Alors, on m'a demandé de vous dire à quoi sert un conseil. Très ambitieux, alors on va essayer, surtout sur le plan juridique. Alors, je vais passer très rapidement sur les constats. Ce sont des constats, j'imagine que vous faites tous, ou vous avez tous fait à un moment ou un autre, que moi je fais lorsque je rencontre des clients et qu'ils viennent me voir en me disant je m'en sors plus avec ces administrateurs, ou on ne trouve pas d'administrateurs, ou deux, trois administrateurs ont des responsabilités bien précises, mais les autres non. On n'arrive pas à communiquer avec les salariés. Bon, il faut qu'on travaille ça. Qu'est-ce que le droit nous dit? Alors, je pense qu'on peut passer assez rapidement, parce que vous reviendrez sans doute sur les constats. On peut, je ne sais pas si j'ai la main pour passer les slides ou pas, peut-être pas. Alors, que dit la loi? Eh bien, finalement, la loi, elle dit assez peu de choses sur la gouvernance associative, et donc rien sur le conseil d'administration. La loi de 1900, elle est très libérale. La seule obligation qu'elle prévoit, c'est de faire connaître les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration d'une association. Je reprends là littéralement l'article 5 de la loi de 1901, et vous verrez que vous voyez que dans cette définition, il n'est ni question de président, ni question d'administrateur, ni question de trésorier, rien de tout ça. On parle simplement des personnes qui sont chargées de l'administration d'une association. Ce qui veut dire qu'on a une très grande liberté. On a un très grand libre choix dans les statuts, des modalités de son fonctionnement et de sa représentation à l'égard des tiers, puisque c'est ça le rôle, en partie, on reviendra du conseil d'administration sur le plan juridique. Et on constate très souvent une gouvernance qui est duale, c'est-à-dire des élus en charge de l'administration et des cadres salariés ou mis à disposition, enfin il peut y avoir plusieurs modalités, qui sont généralement, de fait ou écrit, titulaires d'une délégation de pouvoir et de responsabilité sur un champ donné. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais nous, on ne fait pas ce qu'on veut, on est reconnu d'utilité publique, ou on intervient dans le secteur sportif, ou par exemple la santé au travail, où on a des contraintes en termes de gouvernance. Donc oui, évidemment, un certain nombre d'organisations sont contraintes d'avoir une organisation type, c'est le cas par exemple des associations reconnues d'utilité publique, ou si on explique au ministère de l'Intérieur qu'on n'a plus de président ou plus de trésorier, ça va être un peu compliqué. Mais globalement, on a quand même une très très large marge de manœuvre au vu des textes légaux. On peut passer à la seconde slide. Est-ce que j'ai la main, Thierry, pour passer les slides ou peut-être pas? Non, tu l'as pas, sauf si Anne te la donne. Mais, non, mais ça va. Non, mais Karine, je vais essayer d'être plus vif. D'accord. Alors, quel rôle pour le conseil? Alors, qu'est-ce que c'est le conseil d'administration? Juridiquement, c'est l'organe collégial qui est chargé de mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée générale. Pourquoi? Parce qu'une association, en principe, c'est un regroupement de membres, de personnes qui mettent en commun leur savoir, leurs compétences, leur envie de mener un projet commun qui se traduit dans les statuts, qui est un contrat entre eux. Et pour mettre en œuvre cette mission, eh bien, ils font appel à un certain nombre de personnes qui vont les représenter et qui vont se constituer collégialement pour prendre des décisions en commun. Alors, qu'est-ce que ce conseil d'administration et quel est son rôle? Pour qu'il puisse mener à bien cette mission, donc mettre en œuvre l'objet social de l'association, eh bien, il faut qu'on sache qui le compose, donc c'est sa composition qui doit être prévue dans les statuts, éventuellement complétée dans le règlement intérieur. Ça suppose de savoir comment on l'élit. Est-ce qu'on doit parrainer des administrateurs? Est-ce que les gens qui doivent être élus doivent être parrainés par X membres, par exemple, ou avoir une ancienneté particulière? Parfois, ils sont désignés par un groupe de membres. Bon, on est un peu moins dans un fonctionnement démocratique, mais le fonctionnement démocratique n'est pas une condition juridique du fonctionnement d'une association. Évidemment, il le faut pour un certain nombre d'associations, notamment qui font appel au mécénat. On peut les coopter. Quelle représentativité ils ont des membres? Est-ce qu'on a, par exemple, des groupes de grands électeurs qui vont élire certains administrateurs?
Et évidemment, on prévoit aussi la vacance de certains postes du conseil d'administration. Tout ça, c'est pour éviter de bloquer le fonctionnement. Parce que si l'organe collégial, le conseil d'administration, ne peut pas mener à bien sa mission, eh bien, on a une difficulté et on ne peut pas réaliser l'objet de l'association. Pour savoir quel est le rôle du conseil d'administration, il faut savoir comment il fonctionne. Ça aussi, ça doit être prévu dans les statuts. Les règles de convocation, de tenue des réunions, notamment est-ce qu'on peut les tenir à distance ou pas. Petite parenthèse, les conseils d'administration en visio, si ce n'est pas prévu dans les statuts, c'est terminé au 31 juillet, donc on ne peut pas les tenir. Et les assemblées générales, on doit les tenir en présentiel, sauf si les statuts prévoient autre chose. Les règles de quorum et les règles de vote. Là aussi, ces règles de fonctionnement, elles sont impératives pour que les décisions qui sont prises par ce conseil d'administration, en application des décisions générales de l'Assemblée générale et des statuts de l'objet social, eh bien, il faut qu'elles soient régulièrement prises. Et nous, en tant qu'avocats, si on nous dit je veux contester telle décision, eh bien, c'est tout cela qu'on va regarder. Donc, les règles de fonctionnement, ce sont des règles essentielles. Et puis évidemment son rôle, quelle est la compétence qu'il a, quelles sont ses attributions au pouvoir. Alors tout ça sont des termes un peu identiques, hein. Il n'y a pas de définition légale non plus, c'est les statuts qui prévoient quel est le rôle du conseil d'administration sur le plan juridique, c'est-à-dire quelles sont les décisions que cet organe a la liberté de prendre seul et qui n'ont pas besoin d'être prises en assemblée générale. Voilà, là on peut passer maintenant. Alors, les bonnes pratiques, alors c'est un peu ambitieux parce que j'imagine que passerelle les compétences, on a beaucoup. Donc, moi, je vais juste évoquer les bonnes pratiques que je constate pour éviter des blocages de fonctionnement, donc éviter les strates inutiles. Là encore, je vous ai dit, la gouvernance des associations, c'est très libéral. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un conseil d'administration qui est à l'identique d'un bureau, la quasi identique, ou une assemblée générale et puis un conseil d'administration qui est identique à l'Assemblée générale. Donc, il faut travailler ces strates qui parfois font double emploi et essoufflent les administrateurs. Conserver une dimension collégiale aux organes de direction, ça c'est important. Et donc, il faut quand même si la loi de 1901, finalement, en théorie, ne prévoit que 2 personnes, bon, c'est quand même bon d'avoir un conseil d'administration collégial pour une meilleure réflexion, une meilleure prise de décision. Réfléchir à partir des seules fonctions nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Moi, je me bats, et j'imagine que passerelle les compétences a quelque chose à dire là-dessus, sur, par exemple, des fonctions de trésorier qui finalement ne recouvrent rien, ou des fonctions de secrétaire qui sont attribuées à des personnes qui ont des phobies administratives. Donc, inutile de créer des postes historiques, parce que c'est comme ça dans les associations, si ça ne correspond pas à une réalité et surtout pas aux appétences des administrateurs. Veiller à ce que chaque fonction statutaire corresponde bien dans les faits à une fonction utile et réellement exercée, c'est un peu la même chose, et qui ne concurrence pas celle dédiée aux salariés, et assurer une répartition des rôles pertinente entre élus et cadres salariés. Je pense qu'on pourra en parler des heures de ce sujet, mais c'est quand même important de bien réfléchir. Un trésorier n'est pas nécessairement là pour tenir la comptabilité. Il est peut-être là pour donner un avis sur des placements, faire le lien entre le DAF peut-être ou l'équipe salariée et le CA, mais pas pour tenir la comptabilité. Ce n'est pas son travail, ce n'est pas son métier, ce n'est pas pour ça qu'il a été élu. Ne pas hésiter à introduire la souplesse pour favoriser l'adaptabilité, notamment dans les modalités de réunion. On peut maintenant intégrer dans ces statuts, et vous l'avez peut-être fait, des modalités de tenue à distance des conseils d'administration. Il ne faut pas le faire systématiquement parce qu'on est tous fatigués des écrans. Néanmoins, on a constaté pendant le Covid que c'est quand même un mode de fonctionnement qui permet parfois une meilleure participation. Donc, il ne faut pas s'en priver. Et puis, c'est très important, gérer les situations de vacances ou d'empêchement. On n'y pense pas toujours, et on l'a vu aussi pendant le Covid, hein, c'était parfois compliqué. On n'a plus de président du jour au lendemain, le conseil est totalement empêché, les gens démissionnent, ils ont d'autres choses à faire. Il faut prévoir ces situations parce que là aussi, la conséquence, c'est que si le conseil d'administration ne veut pas prendre de décision, en théorie, on est obligé de faire nommer un administrateur judiciaire pour prendre les décisions, reconstituer un CA. Donc, il faut prévoir tous ces mécanismes et ces bonnes pratiques, il faut qu'elles figurent dans les statuts, voire dans le règlement intérieur. On va passer, je crois, à le rôle. Alors, les administrateurs, pourquoi faire? Là aussi, c'est très ambitieux de me demander à quoi ça sert. Donc, je m'en tiendrai aux questions juridiques. Et les administrateurs, à quoi ça sert? Eh bien, juridiquement, c'est le dirigeant de l'association. On parle parfois de dirigeant légal. Alors, il n'y a pas de dirigeant légal dans une association. Je me réfère à mon premier slide.
simplement des personnes qui sont chargées de l'administration. Donc, c'est un dirigeant de droit. C'est celui qui incarne la personne morale. Sur le plan juridique, c'est un mandataire. Lorsque vous donnez une procuration à quelqu'un, vous donnez un mandat. Eh bien, lorsque les membres désignent, élisent, peu importe les modalités, des administrateurs, ils leur donnent le mandat de les représenter. Ça veut dire que quand on a un mandat, eh bien, on agit pour le compte de la personne, on agit pour le compte de l'association. Corrélativement, quand on fait quelque chose pour quelqu'un, eh bien, on a des responsabilités à la clé, civiles, pénales, sociales, financières. Alors ça, vous allez me dire, oh là là, ça y est, c'est l'avocat, elle brandit des mots qui font très peur. Bon, il faut le savoir, hein, il faut le dire, il ne faut pas s'en cacher. Le mandataire est responsable de ce qu'il fait, donc c'est la raison pour laquelle sans doute beaucoup d'entre vous participent à tout un tas de webinaires pour apprendre les bonnes pratiques, pour apprendre comment bien remplir son rôle. Il ne faut pas en avoir peur, hein, ce sont des choses qui sont aujourd'hui très connues et courantes, il faut savoir les gérer, c'est pour ça qu'on a justement très souvent cette réflexion sur l'articulation entre les élus et les salariés. Mais c'est important de le savoir. En pratique, il faut savoir aussi que, évidemment, la responsabilité d'un administrateur bénévole, que sont la plupart d'entre vous, même si certains peuvent être rémunérés, ça ne change pas le caractère bénévole de l'engagement des associations, des administrateurs d'associations. La responsabilité d'un administrateur bénévole sera toujours appréciée, évidemment, de manière plus indulgente que d'un administrateur de société, par exemple. Néanmoins, aujourd'hui, c'est quand même un vrai sujet, donc il faut s'en préoccuper et notamment voilà, organiser cette gouvernance quand vous avez des salariés et surtout quand vous avez plusieurs salariés, voire des cadres élus, eh bien, il faut organiser les choses par un système de délégation et autres pour prévenir la direction de fait. C'est-à-dire qu'il faut que le rôle de l'administrateur soit quand même réel et articulé avec celui des salariés. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, le rôle, encore une fois, juridique, hein, c'est animer le conseil d'administration. Évidemment, le rôle est différent selon qu'on est membre du bureau ou simple administrateur. Hein. Alors, j'ai mis entre guillemets, ce n'est pas péjoratif. Et ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que parfois, on n'a pas de rôle défini pour les administrateurs. Aujourd'hui, on peut travailler ça. Hein. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur le vice-président chargé du mécénat. Voilà. Donc, on peut vraiment travailler ça. Mais animer le CA, ce n'est pas simplement le président qui décide ou la présidente qui décide et qui anime. Hein. C'est vraiment un travail collectif. Donc, moi, à mon niveau, sur le plan juridique, l'important, c'est de savoir dans les statuts quel est le rôle individuel de chaque administrateur et quelle est sa participation dans le conseil d'administration. C'est participer à l'élaboration du projet associatif et le faire évoluer. On se doute bien que ce n'est pas une fois par an les membres qui vont décider de l'évolution du projet associatif. Hein, donc, c'est vraiment un rôle moteur des administrateurs sur ce plan-là. C'est réaliser la cartographie des risques. Alors, la réaliser eux-mêmes, la faire réaliser, bien sûr. En tout cas, se préoccuper de ce sujet qui aujourd'hui est vraiment d'actualité. Là aussi, hein, ce n'est pas une usine à gaz. Hein. Parfois, on me dit, mais attendez, moi, une cartographie des risques, je ne veux pas faire appel à un cabinet de conseil, ça va me coûter trop cher, je n'ai pas les moyens. Cartographie des risques, c'est tout. Hein. C'est véritablement, ça peut être au stade du conseil d'administration, identifier les risques qui nous apparaissent importants. Donc, ce n'est pas nécessairement un travail important. En revanche, même si la responsabilité d'un bénévole sera toujours appréciée de manière plus indulgente que celle d'un administrateur d'entreprise, de société, on ne comprendra pas non plus qu'on ait eu des œillères sur les risques les plus évidents. Et puis, plan de gestion de ces risques réalistes, hein, adaptés à la structure. Ça, c'est le rôle des administrateurs d'impulser ça et de se dire qu'il faut mettre les moyens sur ce point. Karine, nous avons une question dans le chat. Oui. Pouvez-vous nous donner des exemples de risques? Alors, quand vous êtes association qui emploie des salariés, vous êtes soumis à toute la réglementation du droit social, la prévention des risques de la santé physique, mentale de vos salariés. La particularité des associations, c'est que, évidemment, vous faites appel à des bénévoles. Donc, vous avez aussi cette responsabilité qui sort du cadre du droit social. Mais comment on s'assure que quand on fait intervenir un bénévole, on le fait intervenir en toute sécurité, qu'il n'est pas soumis à des risques d'agression ou à des risques sur la route lorsqu'il prend sa voiture. Et puis, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, vous vous adressez à des publics dits vulnérables, des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de précarité.
Donc, l'administrateur a aussi un risque à ce niveau-là. Et tous ces risques, ce sont des risques de responsabilité civile, mais également pénale, de ne pas avoir mis tous les moyens en œuvre pour bien assurer sa mission. Le plan de gestion des risques, ça veut dire que parfois, on renonce à certaines activités parce qu'on se dit, je n'ai pas les moyens de faire ça, en fait. Je n'ai pas les moyens d'envoyer en toute sécurité dans la rue ou sur un terrain un peu à risque mes bénévoles ou mes salariés, et donc je renonce à mon activité. Donc ça va jusque-là. C'est aussi, bon, la responsabilité financière, c'est un peu plus à la marge, hein, mais quand vous gérez des fonds publics, des subventions ou des dons reçus des particuliers, eh bien, vous êtes responsable en tant qu'administrateur si les fonds ne sont pas bien engagés. Bien sûr, vous êtes toujours la responsabilité de la structure, hein, de l'association, mais ce sont des responsabilités qui peuvent aussi engager la responsabilité personnelle des administrateurs. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, juste peut-être un tout petit peu avant, donc prévenir les risques en déléguant, bon ça je l'ai dit, mais ça c'est vraiment important. C'est-à-dire quel est le domaine d'autonomie que je vais donner à mes salariés, et le rôle de l'administrateur, c'est de s'assurer qu'il a bien les moyens de le faire, qu'il est bien formé, que financièrement il a cette autonomie. Et aujourd'hui, autre sujet, c'est aussi se préoccuper des conflits d'intérêts. Je suis administrateur d'une association, mais est-ce que je suis aussi dirigeant d'une société prestataire de l'association? Est-ce que j'ai plusieurs mandats dans des différentes structures et que c'est en conflit parce qu'elles ne sont pas sur le même champ? Donc ça, c'est un sujet qui aujourd'hui fait l'objet de beaucoup d'attention, notamment du don en confiance, la Cour des comptes, de toutes ces structures qui peuvent contrôler vos associations. Et dernier rôle de l'administrateur, sur le plan juridique, c'est vérifier la couverture assurance, celle de l'association, mais également la sienne. Il y a aujourd'hui des couvertures d'assurance justement pour prendre en charge une partie des conséquences, notamment financières, de sa mise en cause de responsabilité. Donc, n'hésitez pas, surtout vérifiez si vos associations font l'objet de cette couverture d'assurance. Alors, très rapidement, hein, quels sont les sujets juridiques auxquels on doit s'attacher? Bien sûr, il faut travailler son image d'association, donc la sécurité économique. Est-ce que j'ai les moyens de réaliser les missions que je mets en œuvre? Juridique, est-ce que je le fais de manière sécurisée? Et en fonction de mon activité, eh bien, j'ai des contraintes juridiques différentes. Et fiscale, si je fais appel au mécénat, est-ce que je suis bien éligible au mécénat? Donc tout ça, ça fait partie des sujets qui sont traités dans le projet associatif. Il n'y a pas que ça, mais il faut le faire. Évidemment, des statuts et un règlement intérieur précis et adapté. La formalisation dans les PV des différents organes, ça c'est très important pour assurer la sécurité des décisions qui sont prises et la traçabilité, parce qu'un conseil d'administration, ça peut évoluer, donc il faut qu'on ait la trace de ce qui s'est passé. La complémentarité entre la direction élue et salarié, là encore, je sais, on pourra en parler très longuement, mais il faut travailler ce binôme très important pour assurer la sécurité juridique et le confort de fonctionnement de la structure et des administrateurs. Et une communication efficace et cohérente avec l'organisation juridique. Ça va jusque-là, le juridique. Quand vous avez un contrôle d'une structure pour savoir si votre organisation fonctionne bien et qu'on va s'adresser à vous, Madame la Présidente, Monsieur le Président, pour savoir si tout est en ordre, sachez qu'une des premières choses qui vont être faites, c'est regarder le site Internet, les rapports d'activité. Donc, toute cette communication, elle doit être efficace et cohérente avec l'organisation juridique que vous avez mise en œuvre. Voilà quelques éléments sur le plan juridique. Je crois qu'il y a des questions. Il y a beaucoup de questions, des questions simples, des questions moins simples. Alors, si les statuts ne le prévoient pas, les CA ne peuvent plus se tenir en visio après le 31 juillet. Effectivement, c'est le cas. Hein. La loi qui dérogeait au fonctionnement des statuts expire au 31 juillet et elle ne sera vraisemblablement, ne sera pas prolongée puisque la situation sanitaire ne justifie pas ces mesures dérogatoires. Alors, cette question m'est parfois posée. Ce qui est embêtant, c'est que bien sûr, vous pouvez toujours connecter des personnes en visio à une réunion physique. Mais en fait, la conséquence, c'est que ces personnes ne seront pas comptées dans le quorum. Elles n'ont pas le droit de voter. En réalité, elles assistent comme spectateurs, mais elles ne participent pas juridiquement au fonctionnement du conseil d'administration. Donc, je vous invite, si vous voulez pérenniser ce mécanisme, il faut l'intégrer dans vos statuts. La fonction de trésorier d'association est-elle obligatoire? Eh bien, non. Donc, trésorier, le terme trésorier n'est pas dans la loi de 1901. Il n'est pas obligatoire.
Alors après, si on rentre un petit peu dans le détail, en termes de bon fonctionnement de l'association, il est bon d'avoir des fonctions distinctes d'ordonnancement et de… Bon, après, on rentre dans des questions de sécurité financière. Néanmoins, cette fonction n'est pas obligatoire et elle n'a d'intérêt, à mon sens, que si le trésorier est quelqu'un qui a une appétence pour les chiffres et qui assure cette liaison entre l'équipe salariée et le CA, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous parlez de responsabilité civile et pénale de l'association. N'y a-t-il pas une différence entre la responsabilité du président et celle des administrateurs? Bien sûr que oui, puisque généralement, le président a plus de pouvoirs propres. Il a parfois des pouvoirs au niveau droit social. Il a le pouvoir de prendre des décisions seul et surtout, il engage la personne morale. Donc, bien sûr, il y en a un peu plus. Néanmoins, il ne faut pas négliger celle des administrateurs parce que quand vos statuts prévoient des décisions quasi unanimement collégial, parce que vous avez parfois des statuts dans lesquels les présidents ont très très peu de pouvoir, eh bien c'est le conseil d'administration qui peut être collégialement recherché s'il n'a pas agi ou si au contraire il a pris des décisions qui causent un préjudice à l'association ou à des tiers ou à des salariés. Donc c'est vraiment l'importance des statuts, elle est vraiment à ne pas négliger parce que c'est elle qui va cadrer le rôle des administrateurs collégialement ou des administrateurs à titre individuel. Les réunions du CA et de l'AG à distance sont-elles légales et à quelles conditions? Je crois que j'ai répondu. Alors, les AG, il n'y a pas de distanciel. Hein. Ça n'a pas été étendu par la loi ni par le gouvernement. Et le trésorier peut-il être tenu responsable sur ses fonds personnels? Ça dépend aussi de ses pouvoirs. Alors, sur les fonds personnels, oui, à titre personnel, sur le plan pénal, donc c'est assez rare que le trésorier soit tenu sur ses fonds personnels, sauf si c'est rendu coupable de harcèlement envers les salariés ou les bénévoles. Ce n'est quand même pas des cas très fréquents. Oui, très, très, très à la marge, puisque pour que sur le plan financier, on ait une responsabilité, il faut quasiment que l'association soit en liquidation judiciaire, hein, pour faire court. Donc, c'est assez rare aussi. En revanche, si c'est par exemple porté caution à titre personnel, bon, là, c'est aussi un cas assez anecdotique, mais je l'ai déjà rencontré. Là, évidemment, il sera tenu sur ses fonds personnels. Un membre du CA peut-il être rémunéré par l'association pour des activités particulières de l'association? Alors oui, mais je mettrai beaucoup de guillemets et je ne vais pas trop évoquer ce sujet qui est aujourd'hui une grosse préoccupation. Mais oui, en respectant les règles autorisées par l'administration fiscale avec des plafonds. Et si ce sont des activités hors de son mandat de membre du conseil d'administration, il faut là aussi être très vigilant. C'est considéré comme une convention réglementée. Il faut faire preuve de transparence, il faut être très clair sur les activités particulières qui lui sont allouées, par exemple, tenue du site internet ou autre. Voilà, c'est un sujet en soi, donc je ne peux pas y répondre trop longuement. J'avais plutôt le sentiment que le CA donnait une orientation à l'association, une vision. Ce n'est pas vraiment évoqué si l'on réduit à la mise en œuvre des décisions de CA. Qu'en est-il? Alors, encore une fois, je vous ai dit, je réponds sur le plan juridique. Donc, juridiquement, l'Assemblée générale prend des décisions ou en tout cas voilà, donne éventuellement une orientation. Le conseil d'administration doit appliquer. En pratique, évidemment, c'est le CA qui généralement définit tout ça, puisqu'on est dans un cadre plus restreint. Mais sur le plan juridique, il est mandataire. Ils sont mandataires, les administrateurs, et l'organe collégial est collégialement mandataire des décisions de l'Assemblée générale. Donc, voilà, ça c'est sur le plan juridique. Sur le plan pratique, encore une fois, le CA, évidemment, est le lieu d'impulser toutes ces orientations. Et aussi, ça dépend de la rédaction de vos statuts, ce qui est prévu statutairement. Je pense que ça, c'est une question illustrée tout à l'heure par les témoignages des diverses associations qui sont présentes. Voilà. Je crois que j'ai répondu à tout. Non, il y a encore des questions sur la partie discussion, mais peut-être, Karine, on va peut-être s'arrêter là. Oui, comme vous me dites. Hein, d'accord. Comme d'habitude, c'est d'une grande clarté. Merci beaucoup. Des réponses aux questions très, très claires également. Donc, ça pose bien une partie du problème. Ça rappelle bien les fondamentaux, comme je le disais tout à l'heure. Et comme l'incitait la dernière question, d'ailleurs, on voit bien que les fondamentaux ne sont pas suffisants, puisque le conseil d'administration a un rôle qui va bien au-delà de la partie juridique. C'est peut-être aussi ce qu'on va commencer à discuter maintenant.